Accompagné jusqu'à midi, Philippe Ballard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, porte-parole du Rassemblement National et député de l'Oise, Gilles Platré, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Maire Les Républicains de Chalon-sur-Saône, Martin Garagnon, bonjour. Responsable du parti Renaissance des Hauts-de-Seine, majorité présidentielle, et Gérald Briand, bonjour. Adjoint PCF NUPES au maire du 18e arrondissement de Paris. Dans un instant, on va bien sûr parler longuement de la retraite et de tout ce qui s'est passé ce week-end, et en particulier des déclarations de la Première ministre Elisabeth Borne, qui a un peu mis de l'huile sur le feu, c'est le moins qu'on puisse dire, on y revient dans un instant. Mais je voulais commencer cette émission en revenant sur le suicide du jeune Lucas. Vous savez, on vous en a longuement parlé dans cette émission. C'est ce jeune garçon de 13 ans qui s'est suicidé il y a quelques jours. Et on a appris ce week-end que 4 adolescents âgés de seulement 13 ans sont soupçonnés d'avoir poussé ce jeune garçon au suicide en Savoie. Et ils vont être jugés par un tribunal pour enfants. Vous savez que Lucas avait donc mis fin à ses jours le 7 janvier dernier dans les Vosges. Et les 4 adolescents qui vont comparaître en justice sont âgés de seulement 13 ans. Eux aussi, ils sont scolarisés dans le même collège de Lucas et ils se seraient moqués de lui à plusieurs reprises. Alors comment juger des enfants de 13 ans? C'est la question qu'on a voulu poser ce matin. On est avec maître Julia Courvoisier, qui est avocate pénaliste. Bonjour maître, merci beaucoup d'être en direct avec nous. C'est quand même très rare, je pense, d'avoir des enfants de 13 ans devant la justice. Effectivement, Jean-Marc, c'est plutôt rare d'avoir des enfants de 13 ans devant la justice pour ces faits-là de harcèlement scolaire. Ce délit spécifique a été créé en 2022, même si le harcèlement était déjà réprimé par la loi pénale avant. C'est une nouveauté parce que ces jeunes prévenus, qui sont présumés innocents, c'est important de le dire, n'ont que 13 ans et ils sont tout juste responsables pénalement de leurs actes. On est responsable à partir de quel âge pénalement ? Alors, on encourt des sanctions pénales à partir de 13 ans et on a des peines qui sont adaptées à des jeunes, c'est des jeunes adultes à 13 ans, et donc ils encourent la moitié de ce qui est prévu par le Code pénal. Cet article qui est issu d'une loi de 2022 sur le harcèlement scolaire, c'est-à-dire celui qui se commet dans les écoles et les universités, prévoit, dans le cas où le harcèlement a donné lieu au suicide de la victime ou à une tentative de suicide, une peine maximum de 10 ans. En l'occurrence, dans notre affaire, les suspects sont mineurs, donc ils encourent la moitié de ces peines, c'est-à-dire 5 ans de prison. Ça reste extrêmement délicat de juger ce genre de dossier et ça sera, je pense, judiciairement intéressant, mais aussi socialement intéressant pour l'avenir de nos jeunes. Mais maître, vous me dites qu'ils risquent 5 ans de prison, c'est-à-dire qu'à 13 ans, ils vont peut-être se retrouver dans une prison ? Alors, il faut savoir effectivement qu'en France, les mineurs ne sont pas complètement laissés à l'abandon. Ils peuvent être incarcérés entre l'âge de 13 et 18 ans dans des centres spécialisés. C'est prévu par la loi, mais ce qui est surtout prévu par la loi pour des jeunes comme ça, c'est d'abord, avant tout, des sanctions qui sont éducatives. C'est intéressant dans ce dossier. On a entendu le parquet dire que ces jeunes auraient reconnu des moqueries. Donc, l'aspect éducatif, l'aspect éducation va être très important dans la suite de cette procédure. Et s'il y a déclaration de culpabilité, il va falloir savoir pourquoi des jeunes qui ont la sensation de se moquer ont pu finalement commettre du harcèlement. Parce que juger, c'est aussi comprendre. Et comment on a pu en arriver là ? Mais l'autre question qu'on peut se poser peut-être, c'est la responsabilité éventuelle des parents de ces agresseurs, et je ne veux pas du tout les montrer du doigt, c'est vraiment pour essayer de comprendre, est-ce que les parents ne sont pas responsables, et c'est vraiment une question, est-ce que les parents ne sont pas responsables du comportement de leur fils de 13 ans ? Alors, les parents ont une part de responsabilité, mais à partir de 13 ans, on est responsable pénalement de ses actes. En revanche, effectivement, on peut s'interroger, et ça sera le cas dans le cadre de l'enquête éducative qui va se mener d'ici l'audience devant le tribunal pour enfants, de savoir comment ça s'est passé, de savoir effectivement est-ce que des parents, et surtout parce qu'il y a une enquête parallèle qui a été ouverte, et surtout les autres responsables à l'école, notamment les maîtresses, peut-être les assistants, les surveillants, savoir qu'est-ce qui a pu se passer. C'est très compliqué aujourd'hui, vous savez, avec les réseaux sociaux et les jeunes de 13 ou 14 ans, de réussir à trouver sa place de parent. Ce qui est certain, je crois, en tant qu'avocate qui intervient aussi dans des dossiers de harcèlement, sur ces jeunes-là, il est très important que cette histoire, elle serve aux parents à faire peut-être un petit check-up avec leurs ados dans les jours qui arrivent pour dire voilà aujourd'hui ce qui peut arriver. Une moquerie, ça peut être qu'une moquerie, mais ça peut surtout être à terme du harcèlement et ça peut avoir des conséquences qui sont gravissimes. En l'occurrence, un gamin qui s'est suicidé, un gamin de 13 ans.
Mais maître, ça veut dire que les parents ne sont pas responsables de leurs enfants. Moi, je pensais que les parents étaient responsables des agissements des enfants jusqu'à 15 ans. Donc, vous me dites que là, désormais, en fait, c'est 13 ans, la responsabilité pénale. Mais ça veut dire que les parents ne sont pas du tout responsables aux yeux de la loi. On considère qu'à 13 ans, un enfant, enfin, alors, je dis enfant parce que, voilà, à 13 ans, est autonome. Alors, les parents sont convoqués, ils sont intégrés à cette procédure pénale. Ils sont convoqués à l'audience devant le tribunal pour enfants. On leur pose des questions, on essaie aussi de comprendre. Mais la sanction pénale, elle sera, si ces enfants sont déclarés coupables, elle sera pour les adolescents qui auraient commis ce harcèlement. Mais les parents sont complètement intégrés dans cette procédure pénale. Ils ont une autorité parentale. Ils risquent quelque chose ou pas ? Alors les parents, à ce stade-là, moi je n'ai pas accès au contenu du dossier, donc je ne peux pas vous dire, mais les parents... En théorie, ils pourraient risquer quelque chose ? En théorie ? Alors, le code pénal, à ma connaissance, ne prévoit pas de sanctions, mais parce qu'il y a des sanctions quand les parents manquent à des obligations particulières de sécurité, de santé pour leurs enfants. Dans ce dossier-là, encore une fois, je n'ai pas accès aux pièces du dossier, donc pour l'instant, je reste très réservée. En revanche, il faut savoir que les parents ne sont pas étrangers à cette procédure. Ils seront convoqués, ils auront à venir à l'audience devant le tribunal pour enfants. Et ça se passe comment ? On pose aussi des questions aux parents parce qu'on essaie de comprendre. Et puis, il y a aussi quelque chose d'éducatif vis-à-vis des parents, d'essayer de savoir pourquoi on en est arrivé là. Merci beaucoup, maître Julia Courvoisier, avocate pénaliste. Merci d'avoir été en direct avec nous. Philippe Pallard, c'est vrai, quand on voit le visage de Lucas, en plus, voilà, on voit que c'est un enfant, et on se dit que les 4 autres doivent avoir à peu près le même physique que Lucas, en tout cas avoir l'air aussi enfantin. J'ai envie de dire, c'est compliqué de les imaginer devant la justice et en prison encore plus. Alors, devant la justice, ils doivent répondre, mais l'avocate était très claire, de leurs actes, même si après il y a l'excuse de minorité, ce qui fait que les peines, évidemment, sont moindres. On va pas interférer dans le cours de la justice, mais bon, il y aura un procès, voilà, on va les écouter. Et la responsabilité des parents, moi, ça m'intéresse, voilà, ce point-là. Il faut aller effectivement un petit peu plus loin. Moi, je lisais l'interview de la maman de Lucas dans Vosges Matin, qui disait « J'avais alerté, moi, le corps enseignant. J'ai été reçu. » Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait. Est-ce que les parents étaient au courant des agissements de ces gamins qui harcelaient Lucas? Est-ce qu'on ne devrait pas réintroduire dans les cours d'éducation civique, alors ça s'appelle plus éducation civique, mais dire aux gamins, attention, si vous harcelez, évidemment que c'est pas bien, mais vous risquez des sanctions, Et puis le corps enseignant devrait peut-être être, et sûrement même, sensibilisé à ce genre d'affaires. Là, la part des réseaux sociaux, on ne sait pas très bien quelle était la part des réseaux sociaux, mais je pense qu'il y a toute une chaîne à mettre en place. Voilà, le corps enseignant, sensibiliser les enfants en leur disant, vous risquez de grosses punitions, pour reprendre peut-être un langage qui leur parle un petit peu plus. Et puis les parents, quand on sait qu'il y a un lien, que les parents savent que ces gamins agissent mal, mais si les parents ont vraiment prévenu la direction de l'école, et si l'école n'a pas bougé, il y a peut-être une responsabilité pénale également de la part de l'école là-dedans, parce que s'ils ont été alertés qu'ils n'ont pas bougé, c'est ce que dit la maman, donc ça, encore une fois, c'est une seule version. On va rester prudent. Bien sûr, c'est pour ça. Elle a été reçue à plusieurs reprises. Et elle dit, c'est rien passé derrière. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Gérald Briand. C'est compliqué de commenter une affaire en cours, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que il y a un vrai problème qui est lié à la lutte contre l'homophobie. Et que souvent... Je vais juste repréciser, pardon, pour les gens qui n'ont pas bien suivi, c'est que ce jeune garçon à 13 ans disait qu'il était homosexuel, et à l'école, il le disait et il s'en cachait pas, et c'est l'une des raisons qui aurait provoqué le harcèlement. Allez-y, je vous en prie. Et on a un peu travaillé dans la communauté éducative sur la question au niveau du lycée. Et on s'aperçoit qu'avec cette affaire-là, c'est pour ça que c'est important d'en parler, qu'au niveau du collège aussi, il y a les mêmes ressorts qui fonctionnent, et il faut absolument que cette question-là soit publique, qu'on en parle, qu'on dise non, on se moque pas de quelqu'un parce que il a des préférences, il faut pas. Et je trouve que c'est très très important d'avoir une parole publique et forte. On est en direct également avec Farida Amiour, qui est psychologue clinicienne. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. J'avais envie de savoir si vous, en tant que psychologue clinicienne, vous avez le sentiment qu'à 13 ans, en fait, on peut clairement juger un enfant. En fait, on peut le faire comparaître devant un tribunal, on peut le sanctionner, voire le mettre en prison, parce qu'on ne sait pas quel sera le jugement, bien évidemment, mais en tout cas, il y a ce risque, parce qu'il risque 5 ans de prison. Est-ce que ça peut être utile ? Alors, au moment de l'adolescence, il y a différentes étapes de développement psycho-affectif, cognitif et sociaux. Et autour de 13 ans, l'adolescence, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il commence vraiment à interroger la règle, la pertinence de cette règle, à quoi elle sert, son bien fondé. Et il est beaucoup à s'étayer avec le groupe. Et le groupe, malheureusement ou heureusement, parfois va le porter
et va l'inciter à faire des bonnes choses ou parfois des choses plus redoutables, comme ça a été le cas pour Nicolas, parce qu'ils ont été plusieurs harceleurs à œuvrer contre lui. Ouais. La loi, en effet, et ça je ne suis pas juriste, donc je vous réponds avec des guillemets, mais prévoit des gradations de sanctions en fonction de l'âge. Mais c'est important qu'il y ait une sanction parce que les ados autour de 13 ans savent ce qui est, entre guillemets, le bien et le mal, mais ils n'anticipent pas forcément la portée jusqu'où ça peut aller. Mais ce qu'il faut aussi ne pas oublier, c'est aussi les profils des harceleurs. Ce n'est pas n'importe quel adolescent, enfant ou adulte qui va harceler. Souvent, les adolescents harceleurs ont souvent des problématiques relationnelles, sociales, familiales. Il y a de l'intolérance à la frustration, il y a quand même très peu d'empathie, pas d'anticipation sur ce que la victime peut subir. Ils font une mauvaise blague, ils vont rire de la souffrance que ça va générer parce qu'il n'y a pas de blague si la personne qui en est destinataire ne rit pas et en souffre. Donc, si vous voulez, ils ne vont pas forcément anticiper l'aspect dramatique, mais ils savent qu'ils font du mal. Et parfois, certains en jouissent. Il y a des profils psychopathologiques qui commencent à s'installer à l'adolescence et qui, souvent, dans certains troubles de la personnalité, prennent naissance au moment de l'enfance. Et on se retrouve avec des adolescents qui ont déjà des profils, parfois, je vais un petit peu loin dans ce que je dis, psychopathiques, très narcissiques, où l'autre, et la souffrance de l'autre, n'existe pas. Et sa souffrance, voire même, peut créer de la jouissance. Alors, on sort de ce cas précis parce que bien évidemment vous n'avez pas accès comme nous au dossier, donc c'est pas un jugement sur ces jeunes que je vous demande, mais est-ce qu'il est possible que des parents ne se rendent pas compte que leur fils est un harceleur, que leur fils a cette mentalité que vous avez très, très bien décrite? Est-ce qu'il est possible que des parents passent totalement à côté? Alors oui, c'est tout à fait possible parce que un enfant en groupe à l'école n'est pas forcément le même à la maison et que parfois il peut y avoir des parents eux-mêmes en difficulté et que si l'école ne les avertit pas, ne les met pas en garde sur des comportements déviants de leur enfant, ils ne peuvent pas forcément l'anticiper. Et c'est vrai que ça peut être un véritable choc pour les parents d'ados harceleurs parce que certains parents de bonne foi n'étaient absolument pas au courant des agissements. Donc ça, c'est important. Et je profite de votre question pour rappeler 2 numéros essentiels. Il y a le 30-20 pour les témoins, les victimes, les professionnels de harcèlement. Donc, par exemple, si vous êtes parent d'enfants harceleurs et que vous avez été avisé par l'école, eh ben, vous pouvez appeler ce numéro qui est gratuit et anonyme et qui peut vous accompagner. Et il y a le 30-18 pour le harcèlement, le cyberharcèlement. Et c'est vrai que malheureusement, avec les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook et tous les réseaux qu'on connaît, le harcèlement va au-delà de l'école et n'a plus de limite. C'est sans arrêt, et le regard parental, le regard scolaire est beaucoup plus difficile. Merci beaucoup Farida Amion, merci d'avoir été en direct. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et votre regard était vraiment très intéressant là-dessus. Voilà, je voulais qu'on commence avec ça parce que c'est vrai que c'est assez rare d'avoir des jeunes comme ça qui vont se retrouver à 13 ans devant la justice, et on va laisser la justice bien sûr faire son travail, mais on essaie de comprendre d'abord comment la justice fonctionne et après ce qui peut se passer dans leur esprit. Il est 11h, le CNews Info avec Audrey Berthaud. À Paris, un barbier du 15e arrondissement a été attaqué vendredi dernier dans son établissement. Des individus voulaient lui voler sa montre. Les auteurs du braquage ont pu être arrêtés en flagrant délit par la police grâce à un appel des voisins. En 2022, les vols de montres de luxe ont augmenté de 31% par rapport à l'année dernière. Vinci Autoroute va faire un geste sur les tarifs des péages des trajets courts. Les tarifs des péages autoroutiers doivent augmenter de près de 5% au 1er février, c'est-à-dire mercredi. Vinci Autoroute a donc décidé de bloquer sur l'ensemble de son réseau les tarifs de péage de 70% des trajets de moins de 30 km. Et le Covid, alors qu'en France, plusieurs règles sanitaires vont s'assouplir ou disparaître à partir de mercredi. L'OMS a décidé de maintenir son niveau d'alerte maximale sur la pandémie, 3 ans, jour pour jour, après avoir déclaré la maladie en tant qu'urgence de santé publique de portée internationale. Et dans un instant, on revient bien évidemment sur la réforme des retraites, sur cette journée de mobilisation demain. Mais juste avant, je voulais qu'on évoque ce qui s'est passé à Vitry-sur-Seine. Ce qui est totalement effrayant, c'est cet homme qui était sous OQTF, qui a défiguré son ex-compagne dans la rue à coups de cutter. Regardez. C'est dans cette avenue du Moulin de Sacquet à Vitry-sur-Seine que l'agression a eu lieu ce samedi soir. La victime, une femme de 37 ans, a été attaquée par son ex-compagnon au visage à l'aide d'un cutter. Lorsque les policiers arrivent sur place, la femme est entourée de témoins et de son fils, présents au moment de l'agression.
Prise en charge par les secours, la victime présente de profondes lacérations au niveau du visage et des bras. Elle est conduite à l'hôpital pour y être opérée sans que son pronostic vital ne soit engagé. L'agresseur avait à plusieurs reprises menacé de s'en prendre à elle. Il s'agit d'un homme de 39 ans, Samir B, sans domicile fixe. Il est connu des services de police et sous plusieurs alias algériens et marocains. Il faisait également l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Il est actuellement activement recherché. Gilles Platré, ces affaires avec des gens qui sont sous OQTF, ça commence à se multiplier quand même, et ça interroge grandement. À quoi ça sert, ces OQTF ? On peut à un moment donné se poser la question. À part dire il y a une OQTF, les gens sont libres, les gens sont dans la rue, à quoi ça sert ? Avant de venir vous retrouver sur ce plateau, je regardais les chiffres de 2022. C'est intéressant de voir un petit peu comment les choses évoluent. Et ce sont des chiffres officiels, je n'invente rien. Il y a un petit sursaut des reconduites à la frontière. Je dis un petit sursaut, mais même les documents officiels sont obligés de concéder qu'on est très en deçà de ce qui se passait avant la crise épidémique. Et avant la crise épidémique, c'était loin d'être brillant. Donc ça veut dire concrètement qu'on s'est installé aujourd'hui en France dans cette idée qu'on peut rentrer illégalement sur le territoire et qu'on a 9 à 9,5 chances sur 10 d'y rester, de ne jamais être reconduit. Et il arrive forcément des choses aussi terribles que cette affaire que vous venez de citer. Combien de fois, ces derniers mois, avons-nous commenté ce genre d'affaires ? C'est pour ça, oui. Ce ne sont plus des faits divers, ce sont de véritables faits de société. Et encore une fois, on va redire ce qu'on a souvent dit, mais la pédagogie, c'est la répétition. Et dans le débat public, il faut aussi insister là-dessus. On a l'obligation de durcir frontalement la façon dont nous allons finalement dire à ces gens, vous ne pouvez plus venir en France illégalement sans avoir l'assurance d'être renvoyé. Donc c'est un travail énorme, on sait très bien. Ça veut dire lutter contre les filières, ça veut dire durcir la loi. Et c'est pas en faisant ce que le gouvernement a prévu de faire, c'est-à-dire de légaliser les travailleurs, des étrangers en situation irrégulière pour nourrir le marché du travail, qu'on va casser ces filières-là. Donc tout est à revoir, et hélas, cette nouvelle affaire nous en donne l'illustration et son urgence. Martin Garion pour la majorité présidentielle. En fait, les OQTF, moi j'ai le sentiment que ça ne sert à rien. D'abord, ce n'est pas des OQTF, obligation de quitter le territoire français, c'est des DQTF. On vous demande gentiment, DGQTF, on vous demande gentiment de quitter le territoire français. C'est des DGQTF. Alors, plusieurs propos à rectifier. M. Platré mélange un petit peu les différents sujets. Juste sur ma question. Sur ma question. Du coup, sur les OQTF, vous avez dit tout à l'heure que lorsque on avait un OQTF, on était libre. Mais non, c'est pas vrai. Bah oui. Vous êtes libre jusqu'au moment où on vous attrape et on vous remet, du coup, OQTF, c'est-à-dire que là, la personne dont on parle... Mais en fait, ils sont dehors. Non, ils sont dehors. Ils sont dehors. Ils sont dehors jusqu'au moment où on les attrape. Et comment on les attrape ? On les attrape pas. On les cherche pas. On les cherche pas. Là, la personne dont on vient de parler... Non, mais là, il vient de massacrer sa fille, son ex-compagne, pardon. Il vient de massacrer une fille, donc forcément, là, on va le chercher. Mais quelqu'un qui a une OQTF, il n'est pas recherché par la police. Ah bah non, mais à partir du moment où la police met la main dessus, il est... Bah non. Non, pas du tout. Ça n'est pas comme ça. Mais non, pas du tout. Vous avez évoqué, et je suis tout à fait d'accord avec vos statistiques, vous avez évoqué la très faible exécution du nombre d'OQTF. Oui. C'est tout à fait exact. C'est d'ailleurs le projet qui est proposé par le ministre de l'Intérieur, qui va être étudié d'ailleurs dans peu de temps au Parlement, avec plusieurs volets, notamment un exemple. À l'heure actuelle, les OQTF, vous avez 12 recours possibles pour contester l'OQTF. Et c'est ça aussi qui permet à un certain nombre de personnes d'échapper à l'exécution d'un OQTF. Ces 12-là vont être ramenés dans le projet de loi à 4. C'est-à-dire, l'objectif, il est très clairement de raccourcir très nettement le délai de traitement de l'OQTF, parce qu'on l'a vu, notamment avec... Ok, mais quand on a une OQTF, on est libre. C'est ça, moi, ce que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis à quoi ça sert. À partir du moment où il y a un recours qui est mené... Bah oui, mais on est libre. Mais c'est bien tout ça qu'on est en train aussi, qui va être débattu. Et quand le recours est refusé, qu'est-ce qui se passe ? Quand le recours est refusé... Quand on arrive au bout des recours, il se passe quoi ? À partir du moment où un juge considère... Et il se passe quoi ? Et du coup, ça veut dire que la justice s'est prononcée. Oui, et il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Il se passe rien. Il se passe rien. Mais non, il se passe rien. 9 cas sur 10, même avec l'obligation, quand les recours sont épuisés, on parle bien d'une obligation de quitter le territoire. Donc à l'issue des recours, dans 9 cas sur 10, il ne se passe rien. Vous avez raison, c'est un sujet dont on a déjà débattu ici. Il ne se passe rien, mais là aussi, on
a eu. Non, mais je suis désolé, c'est compliqué pour vous, mais en même temps, c'est la réalité, quoi. Donc, du coup, il faut aussi. Non, c'est pas technique. C'est à la fin. Parce que c'est un peu. Est-ce qu'à la fin, quelqu'un dont l'OQTF est confirmé est mis dehors de la France? Non. Vous le savez très très bien. Il y a aussi la question des visas consulaires. D'accord. Non, mais la réponse c'est non. Vous me donnez l'explication. Le résultat, c'est qu'il reste là. Oui, mais moi je vous explique. 9 cas sur 10. Philippe Ballard. Alors, et il y a, parce que là on parle de cette pauvre femme qui a été défigurée, mais enfin la petite Lola, la pauvre gamine qui a été massacrée, c'était aussi une personne algérienne qui avait une OQTF et qui est restée sur le territoire national. Il y a 120 000, à l'instant T là, on se parle, 120 000 OQTF de délivrer. Alors c'est juste une invitation pour, on est dans la sémantique, à quitter gentiment le territoire national. Et on reste. Et effectivement, on peut faire le lien quand même avec le projet de loi immigration qui va arriver à l'Assemblée nationale, où quand on régularise des clandestins, mais comme appel d'air, imaginez les mafias, ce qu'elles vont dire à tous ces pauvres bougres d'ailleurs, attention, qui vivent en Afrique, qui veulent une vie meilleure. Mais venez en France, vous aurez du boulot. Pas que l'Afrique, effectivement, il y a l'Asie, il y a... Petite précision au passage. C'est très bien. Non, mais d'accord, mais juste, voilà. Il est principalement dans ce sens-là. Mais pas que, d'accord, j'en conviens, il y a aussi des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont dans l'Europe de l'Est. Il y a aussi l'Asie. Donc, alors, pardon, mais LR aussi, quand Nicolas Sarkozy a supprimé la double peine, c'est-à-dire après la prison, ça devrait être l'avion, ces gens-là sont restés... Oui, c'est bien de faire des allers-retours comme ça. Gérald Briand, je trouve très sage au milieu de tout ça. A une vision très claire, c'est parce que vous êtes expulsé et effectivement, il faudra revenir sur les laissez-passer consulaires, parce que sans laissez-passer consulaires, c'est vrai. Oui, mais ça n'a pas bougé là, ça avance pas. Gérald Briand, allez, après on passe aux retraites. Non, je voulais juste dire quand même que sur le sujet, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est qu'on parle de violence faite aux femmes aujourd'hui. Absolument. C'est ça la priorité. Et le sujet est super grave. Il y a 150 femmes qui sont mortes l'année dernière de mémoire, etc., qui ne sont pas tous commis par des gens qui sont en QTF quand même. Non, mais je suis quand même pour le dire ça, et que le sujet quand même qu'il faut avoir aussi en tête, il y a la question sur qu'est-ce qu'on fait sur QTF, moi j'ai pas de problème d'en discuter, mais aussi sur la question de la violence qui est faite aux femmes et de cette situation qui fait qu'aujourd'hui des gens se croient tout permis par rapport au corps de femmes, par rapport et donc voilà, il y a vraiment à mon avis. Oui, après je suis pas sûr que ce soit ça le. Il est quand même. C'est deux sujets très importants. Je suis d'accord avec vous, mais là, je pense que le problème, c'est quand même quelqu'un qui est sous OQTF, donc qui ne devrait pas être en France, et donc qui ne devrait pas effectivement. Mais comment vous faites pour ceux qui ne sont pas en QTF et qui font des violences? D'accord, mais là, pour l'instant, on parle de quelqu'un qui est en OQTF. Après, en l'occurrence, on ne peut pas tout mélanger non plus. Oui, mais justement, mais en l'occurrence, le biais sur l'émission souvent, c'est on prend QTF, mais aussi on prend aussi sur la question de violence faite aux femmes, C'est un angle, et cet angle-là, il est de mon avis. C'est un autre angle, mais c'est pas celui de ce matin. Ce matin, bien sur les OQTF. J'ai bien compris. Allez, les retraites. On va parler d'Elisabeth Borne. L'âge de départ à la retraite n'est plus négociable. Elle a fait la provoque, votre première ministre hier. Franchement, Martin Garagnon. Non, elle fait la provoque. Honnêtement, à 48 heures de la manif, dire ça veut dire qu'elle met le feu. Mais on a des oppositions qui nous accusent parfois de faire de l'enfumage. Ah bah là, c'est pas de l'enfumage. Là, elle balance des bombes. Elle balance des bombes. Clairement les choses. Voilà. On l'écoute, votre première ministre. Enfin, notre première ministre, pardon, mais votre, parce qu'elle est dans votre camp. On l'écoute. Ça n'est plus négociable. La retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine, c'est le compromis que nous avons proposé après avoir entendu les organisations patronales et syndicales, après avoir échangé avec les différents groupes parlementaires, et c'est, je vous le dis, nécessaire pour assurer l'équilibre du système. Gauthier Lebret en direct avec nous. Pourquoi elle met le feu comme ça, Elisabeth Borne ? Écoutez, il y a effectivement une stratégie un peu étrange de la part du gouvernement à 48 heures de cette nouvelle mobilisation. Elle met quelque part, effectivement, vous le disiez, en ouverture de l'huile sur le feu. Mais elle n'est pas seule, puisque vous avez peut-être vu aussi la une du JDD hier avec Bruno Le Maire, qui liste toutes les économies à faire et la fin du quoi qu'il en coûte, pareil, 48 heures avant. Et Gérald Darmanin qui dit dans les colonnes du Parisien, je le cite, « Monsieur Mélenchon et ses amis défendent une idée gauchiste, bobo, celle d'une société sans travail, sans effort ». C'est vrai que ces trois déclarations d'Elisabeth Borne, de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin sont un peu étranges 48 heures avant le début de cette mobilisation. Je rappelle un sondage dont nous avions parlé ensemble la semaine dernière, cher Jean-Marc, plus le gouvernement parle, plus les Français se disent prêts à descendre dans la rue. Donc effectivement, c'est un peu surprenant. Après, voilà pour la forme. Sur le fond, il n'y a pas de surprise. Le gouvernement ne veut pas reculer sur les 64 ans et sur les 43 annuités. Si Emmanuel Macron recule sur les 64 ans, quelque part, son quinquennat s'arrête ici. Il est dévitalisé politiquement. Et puis, Elisabeth Borne, elle grille aussi un peu la priorité aux députés et à l'Assemblée nationale, puisque le texte est arrivé ce matin en commission, et c'est à partir d'aujourd'hui que le texte est débattu en commission. Il y a 7000 amendements, dont 6000 de la NUPES. Donc effectivement, 3 déclarations de ministres, la Première ministre, 48 heures avant,
qui peut-être, il y avait un syndicaliste ce matin chez Pascal Praud qui disait c'est parfait, hein, ils nous font une pub parfaite pour faire descendre les gens dans la rue et faire en sorte que la manifestation de demain soit plus importante que celle de la semaine dernière. Gauthier, comme je sais que comme moi, vous n'aimez pas la langue de bois, je vais vous poser une question très claire. Est-ce qu'il y a une vraie stratégie du gouvernement derrière tout ça, ou ils sont nuls? Ah oui, la question est franche. Écoutez, ce que je crois, c'est que le gouvernement a fait un pari un peu cynique en pensant que s'il y a des blocages, s'il y a trop de manifestations, s'il y a trop de débordements, l'opinion pourrait s'inverser. L'opinion pourrait s'inverser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est très clairement acquise aux syndicats et si les Français sont entravés dans leurs déplacements, s'ils voient trop d'images de violence, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs lors de la première manifestation, l'opinion pourrait s'inverser. C'est d'ailleurs aussi ce que pense Laurent Berger de la CFDT qui est opposé au blocage, contrairement à Philippe Martinez de la CGT qui pense l'inverse et qui pense qu'il faut qu'il y ait des blocages pour faire céder le gouvernement et que ce n'est pas avec une manifestation tous les 15 jours que le gouvernement va reculer. Après, depuis le départ, on le dit, il y a un problème de pédagogie. La pédagogie n'a pas infusé chez les Français. Plus le gouvernement parle, plus ils veulent descendre dans la rue, les Français, et plus ils sont opposés aussi à cette réforme. Donc, quelque part, il y a eu un problème de communication depuis le départ. Il y a Elisabeth Borne qui a dit en même temps que, quand elle a dit qu'il ne fallait pas céder sur les 64 ans, elle a dit qu'il y avait des fausses informations qui circulaient sur la réforme des retraites. La faute à qui ? À son gouvernement qui n'était pas capable de se mettre d'accord sur notamment la condition des femmes dans cette réforme. Est-ce que c'est une réforme injuste concernant les femmes ? Des ministres disaient oui, avouez oui, Franck Riester, et d'autres disaient non. Il y a Elisabeth Borne qui était obligée de contredire son ministre devant l'Assemblée nationale la semaine dernière. Donc très clairement, il y a des erreurs de communication, des maladresses, et une communication qui interroge, puisqu'encore une fois, 48 heures avant la mobilisation, 24 heures avant que le texte arrive à l'Assemblée, vous avez 3 ministres, un qui attaque la NUPES, une qui dit on va pas céder et l'autre qui fait la liste de toutes les économies à faire et résultat les députés de gauche qui disent regardez la vraie raison de cette réforme c'est pas de mettre à l'équilibre notre système de retraite, c'est de faire des économies beaucoup plus profondes en se servant de l'interview de Bruno Le Maire. Donc quelque part ils donnent effectivement des billes à leurs adversaires, syndicats ou députés de gauche. Merci beaucoup Gauthier pour cette analyse. Gérald Briand, je vous repose la même question en fait. Est-ce qu'il y a une vraie stratégie derrière tout ça ou ils sont nuls en matière de communication? Ils sont pas très doués, non, ça c'est moins qu'on puisse dire, parce qu'en plus, moi je m'occupe, en plus d'être élu dans le 18e, je m'occupe aussi des réseaux sociaux du Parti communiste. Donc je suis un peu la question de la bataille idéologique. Ouais. Et nous, en fait, on n'a plus besoin, nous, de travailler sur la communication de la réforme. En fait, il n'y a plus besoin. Les Français, ça y est, l'opinion, elle est faite. Donc la pédagogie, c'est fini, en fait. Quand le gouvernement dit c'est un problème de pédagogie, tout ça... Nous, c'est plié. C'est-à-dire que nous, maintenant, on n'a plus besoin d'argumenter, de dire, vous allez voir, il y a ça, il y a ça. Les gens, ils ont compris, ils ont fait la liste. Nous, notre problème maintenant, c'est de dire, on va gagner. On va gagner. On va faire céder ce gouvernement. C'est pour ça que vous avez Elisabeth Borne. Non, les gens, ils vont gagner 2 ans de retraite en plus. C'est ça qu'ils vont gagner, les gens. Ils vont gagner 2 ans de retraite en plus. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Non, mais c'est bidon, ça. Tout le monde a compris que c'était bidon, ça. C'était bidon, moins de retraite. C'est bidon, voilà. C'est pas plus, c'est moins de retraite. Voilà, on va équilibrer les comptes, parce que comme on aura ça, Martin Garagnon, mécaniquement, on va économiser de l'argent. Franchement, ça sert à quoi de faire cette provoque? On dit les choses comme votre journaliste l'a rappelé. Alors après, c'est son interprétation, il est dans son rôle de commentateur. Il n'y a aucun cynisme. Simplement, on dit les choses. Bruno Le Maire a acté ce week-end dans le JDD, dans le Parisien, pardon. C'est la fin du quoi qu'il en coûte. Maintenant, les aides sont ciblées. Ça a déjà démarré. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, nous explique que la NUPES veut bordéliser le pays. Ils ont commencé à l'Assemblée. Ils l'ont fait. Mais ça fait avancer les choses de dire ça? Ah bah non, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut aussi dire les choses. Où est-ce que ils ont bordélisé? Où on a bordélisé à l'Assemblée? C'est de la franchise en fait, vous dites. Tondelier, quand elle dit qu'elle veut zadiser l'Assemblée, etc. Elle n'est pas élue, Marie Tondelier, elle n'est pas députée. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Aujourd'hui, ils sont en train de travailler, là, ils sont en commission, ils sont en train de travailler. Mais non, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Bordélise rien du tout. Elle dit les choses. On se bat, il y a effectivement un cadre. Vous avez peur de la démocratie, mais on n'a pas peur de la démocratie. Vous expliquez que quand on donne une opinion, on bordélise. Depuis 6 mois. Quand vous dites qu'on n'est pas content, on bordélise. Je suis désolé, non, on n'est pas dans un problème. Nous, au moins, on vote. Non, vous le montrez. Je vais vous dire, j'ai le moyen. Vous le montrez. De quelqu'un qui vient d'un mouvement, ils ne votent pas pour leur chef, mais c'est nous qui avons un problème avec la démocratie. C'est quand même une blague. Bon, je comprends pas. Philippe Ballard. Je sais pas de quoi il parle. Philippe Ballard. Il
il y a un moyen très simple de vous mettre d'accord en fait tous les deux. Référendum. Un référendum. Non, mais voilà. ça, alors vous allez non, mais vous allez me dire, vous êtes député, vos deux groupes vous déposez. Laissez-le parler. Alors je pense que ça, vous aurez 75 voire 80% de participation parce que ça concerne tout le monde, ceux qui sont toujours étudiants, ceux qui travaillent, et puis après tout ceux qui sont aussi à la retraite. Alors on est dépossédé, effectivement, si on fait un référendum, le débat il va être à l'Assemblée nationale. Parce que vous qui êtes député, vous enlevez le pouvoir. Vous oubliez aussi, moi je pense qu'il reste 75 à 80% de participation. On a été élu au deuxième tour avec quelle participation législative ? 42%. Je pense que si vous faisiez un référendum, Vox Populi, Vox Dei, il ne faut pas avoir peur du peuple. Vous respecteriez on n'a pas peur le résultat, peuple, et je pense que le résultat, il serait sans appel, à condition qu'on ne fasse pas comme Monsieur Ballard, vous avez été le résultat, vous mettez à la poubelle. Député. Oui, absolument. Il y a 6 mois. Donc là, vous êtes en train de dire, et d'ailleurs c'est votre propos, que finalement, vous refusez d'exercer le pouvoir pour lequel vous avez été élu. On le propose au peuple. En fait, c'est constamment... Mais c'est ça l'Assemblée nationale. C'est la définition de l'Assemblée nationale. La définition de l'Assemblée nationale, c'est la représentation du... Regardez, vérifiez les chiffres que je vous donne. Législative, deuxième tour, c'est 42%. Oui, donc vous n'êtes pas légitime, vous êtes en train de me dire... Tout à fait. Vous êtes en train de me dire que vous n'êtes pas légitime. Mais pour un sujet comme ça, qui concerne tout le monde, je pense que le référendum... Toutes les lois concernent tout le monde. On va déposer une motion. On va déposer une motion référendaire. Constamment, c'est la même rengaine de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Vous êtes dans un discours où vous... Attendez, pas tous en même temps. Vous voulez constamment refaire le match, en fait. Et non, on ne fait pas le match. Si, vous voulez refaire le match. Dès que vous perdez, vous voulez refaire le match. Et la NUPES, c'est pareil. Vous perdez les présidentielles, vous perdez les législatives. Et maintenant... Vous les avez pas gagnées, les législatives, vous n'êtes pas majoritaire. Vous n'êtes pas majoritaire. Le projet de la retraite à 60 vous n'êtes pas majoritaire. Vous n'êtes pas majoritaire. Et si Emmanuel Macron l'emporte, c'est aussi parce que la NUPES a voté pour lui. Il y avait des élections législatives hier, et on a vu la NUPES se désister pour le candidat macroniste au deuxième tour. Ce qui fait que Anne-Sophie Frigou, toujours contre le Rassemblement national, toujours, vous nous trouverez toujours contre vous. Vous êtes une opposition de guignols, vous ne servez à rien, vous êtes une opposition. Vous êtes la droite, vous êtes l'extrême droite. Vous servez la soupe aux macronistes. Mais non, vous servez à rien. Vous êtes pire. Vous êtes pire les que les députés macronistes. NUPES ne servent à rien à l'Assemblée nationale. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin quand il dit que la NUPES veut bordéliser le pays ? Des fois, à l'Assemblée nationale, on a un peu le sentiment... Donc vous êtes d'accord avec Darmanin là-dessus ? Non, il va un peu loin. Mais je pense qu'ils ont quand même une attitude qui, parfois, frôle un peu le ridicule à l'Assemblée nationale. On va l'écouter, Gérald Darmanin, justement, dans ce qu'il disait sur la NUPES. Je crois qu'il y a aujourd'hui, mais tout le monde le constate, chez la NUPES et singulièrement à la France insoumise, des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail, et qui mentent finalement aux Français parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travailler. C'est irrespectueux envers les classes populaires, et effectivement, je crois que la stratégie de M. Mélenchon, c'est de bordéliser le pays, et il faut évidemment tout faire pour éviter que cela ne soit au rendez-vous. C'est ce que font les policiers et les gendarmes dans ces manifestations. Je les en remercie une nouvelle fois. Et c'est ce que va faire l'Assemblée nationale très bientôt. Et on sera tous, je crois, attentifs à ce grand moment de démocratie à l'Assemblée et au Sénat. Gérald Briand de la NUPES, vous voulez bordéliser le pays ? Non, mais il se fout de la gueule du monde. Faire travailler les gens jusqu'à 67 ans, est-ce que c'est ça ? Défendre et promouvoir la valeur travail ? Mais c'est se moquer du monde. C'est se moquer du monde, parce que c'est ça qu'on propose. Il y en a certains chez vous à la NUPES qui disent que le travail, c'est pas la valeur qu'il faut mettre en avant. Ah, mais ça, je laisse chacun les propos. Moi, c'est pas chacun, c'est chez vous, c'est chez la NUPES. Vous connaissez ce que dit Fabien Roussel. Vous avez vu qu'il y a aujourd'hui sur. Attends, il y a eu une élection. Il y a eu une élection ce week-end à 80%. La ligne de Fabien Roussel a été validée à l'intérieur du Parti communiste. Donc, il n'y a pas de souci ça. Vous connaissez. Nous, on défend une valeur travail, mais la valeur travail qui est là pour épanouir les gens, pas pour les tuer, quoi. À 67 ans, 66 ans, vous vous rendez compte, après 43 ans de cotisation, faire travailler encore des gens sur des boulots qui ne seront pas reconnus. Ça dépend, est-ce que ça, c'est défendre la valeur travail ? Le vrai problème, c'est le peu de prise en compte de la pénibilité. C'est ça la réalité dans cette réforme. Mais pas seulement. Mais surtout, demandez à des gens de travailler 2 ans de plus. Quand vous avez 64 mais ça dépend ce que vous faites comme boulot. Moi, je m'en fous de travailler 2 ans de plus. Honnêtement, et même 4 ans si vous voulez. Vous, c'est peut-être ça. C'est pour ça que les gens, ils aspirent à autre chose. Mais ça dépend des gens et ça dépend du boulot que vous faites. Moi, mon boulot, il n'est pas fatigant. C'est pas un boulot physique de façon fatigante. Il est peut-être fatigant intellectuellement, mais pas physiquement. Mais vous voyez, je pourrais travailler 4 ans de plus devant une classe, 65 ans. Non, c'est ce que je voyais. C'est ça la pénibilité. Mais c'est ça la pénibilité. Mais je sais pas si on se rend compte de ce qu'on demande aux gens aujourd'hui. C'est que chaque travail doit avoir un taux de pénibilité qui fait
qu'on part ou pas, on peut partir à 68 ou on peut partir à 60 ou à 56 ou à 57. Moi, je pense que les gens qui veulent travailler plus longtemps, grand bien leur face. J'ai pas de problème avec ça. S'ils ont envie de travailler plus longtemps. Mais je pense qu'aujourd'hui, dire, voilà, à 60 ans, on peut commencer à imaginer une autre vie et pas seulement dire de passer de je travaille à je meurs, voilà, avoir une vie et une tranche pour en profiter, pour aller voir ses petits-enfants, pour faire des choses qu'on a envie, et bien tant mieux. Je pense que c'est une belle société, ça. Moi, je pense très honnêtement que le gouvernement a compris qu'il avait perdu la bataille de l'opinion. Et ces déclarations de ce week-end, qui mettent effectivement de l'huile sur le feu, de manière très très forte, montre bien qu'en fait, on est dans une espèce de fuite en avant. Je crois que ça s'explique d'ailleurs assez clairement. C'est-à-dire que ce gouvernement, et on pourrait d'ailleurs élargir à d'autres gouvernements avant lui, vit largement hors sol. C'est-à-dire qu'il a face à lui la réalité du pays. Des gens qui triment, des gens dont la perspective, lorsqu'ils entendent que l'âge va être poussé, c'est en fait à 55% de se dire je vais avoir 2 années de chômage en fin de carrière. Si on n'avait pas cette question du chômage des seniors, je vous assure que la réforme serait vécue bien différemment. Donc mon analyse, elle n'engage que moi évidemment, c'est que le gouvernement est face à un bloc populaire, c'est-à-dire des gens à qui la communication, sur lesquels la communication n'a plus d'effet. Vous parliez de pédagogie, Jean-Marc, je pense qu'il y a longtemps que les Français ont compris que lorsque le gouvernement parle, c'est pas faire de la pédagogie, c'est faire de la communication pour essayer de faire prendre les vessies pour les lanternes, d'une façon générale. Et je vais au-delà de ce simple gouvernement, je le dis très clairement. Donc on a 2 blocs, en fait. Il y a un bloc qui a le pouvoir, qui dit des choses, qui essaye de faire passer des réformes souvent en force. Et puis il y a un bloc populaire, les Français, à qui c'est plus la peine de croire qu'on va leur faire croire n'importe quoi, et qui sont en train de se rebeller. Moi, je le vis comme ça. Dans ma ville, il y a 45 000 habitants, il y avait 8 000 manifestants. La semaine dernière. Et d'ailleurs, vos confrères de France 2 ont fait un sujet là-dessus, et ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Donc, et je vous assure que ça dépasse très largement les clivages. Enfin, on a fait sauter tout ça, un peu comme au début des Gilets jaunes. Il y a quelque chose qui rappelle un peu ça, c'est-à-dire d'espèce de sursaut populaire qui dit au gouvernement, écoutez, ça suffit, vos raisons, ce ne sont pas les bonnes, nous on le vit sur le terrain. Je reste convaincu sur le fond de la réforme qu'il faut bouger, mais pas forcément en allongeant l'âge. Il y a des mesures à faire en matière démographique, il y a des mesures à faire en matière de chômage des seniors. Non mais attendez, moi, la candidate des Républicains, j'ai dit ce que j'avais à en dire au moment venu. Je suis devant vous pour exprimer une idée personnelle. Je ne suis pas là pour débiter des éléments de langage. Donc pardonnez-moi de vous dire ce que j'en pense. Voilà. Non mais à ce titre-là, vous pouvez parfaitement me reprocher de ne pas être dans une ligne, etc. Ça m'est égal. Je vous dis simplement aujourd'hui que le peuple français ne s'en laisse plus compter et qu'il y a en ce moment sur le terrain, et moi je le mesure, une espèce de révolution, je l'espère évidemment le plus pacifique possible, parce que la violence n'amènera à rien, mais en tout cas une révolution dans les esprits qui consiste à dire nous sommes un bloc et nous ne voulons plus que là-haut on nous commande exactement ce qu'on veut faire. Et je pense que sur ce sujet des retraites, il y aura d'autres sujets qui viendront, en matière migratoire, en matière d'autres politiques qui sont conduites contre les intérêts du peuple français depuis trop longtemps. C'est une espèce de révolte. Et bien, ma foi, dans un pays comme la France, c'est pas si mal que ça, à une condition, c'est évidemment que ça ne dérive pas à la violence. Et je pense qu'il faut aussi respecter, peut-être, Martin Garagnon, les gens qui manifestent, parce que je pense que passer son temps à dire si vous manifestez, c'est que vous comprenez pas la réforme, c'est que vous comprenez rien, et on va vous expliquer pourquoi c'est bien pour vous, parce que vous, petit Français en bas, vous n'avez pas compris pourquoi. Je pense que c'est un peu agaçant peut-être pour les gens, et c'est un peu méprisant. Pas du tout, je pense. Alors, oui, mais c'est un peu ça. Quand on dit on va faire de la pédagogie, en gros, on va vous expliquer. Vous, les petits qui ne comprenez pas, on va vous expliquer. Et ça, c'est un peu agaçant. Et Olivier Véran qui dit peu importe le nombre de manifestants, ça ne change rien. Franchement, c'est d'une arrogance, mais à toute épreuve. Et pour revenir sur ce... Alors, pardon, vous avez donné la parole. Allez-y, répondre après. Je n'ai pas été surpris. Il fera un lot. D'entendre Elisabeth Borne parler ainsi, parce que c'est la suite, en fait. Elle est dans son couloir. Elle nous parle de co-construction, c'est le mot qui revient sans cesse. Je suis dans le dialogue, je suis dans la bienveillance, on va construire des textes de loi encore. Et puis après, 49.3. Dit 49.3 quand même sur les budgets, sur les différents budgets. Mais voilà, c'est la suite logique des choses. Là, on tape sur la France des BTS en quelque sorte, la France des classes moyennes qui depuis des années se prennent des raclées. Et là, on leur dit mais vous allez encore travailler plus longtemps. Voilà, vous avez commencé à travailler à 20 ans, vous allez finir à 64 ans. Cette réforme, elle est brutale, elle est injuste et elle est surtout inefficace. Donc le peuple, bah oui, de temps en temps, ça rappelle un peu. On a l'impression que vous n'avez pas compris les Gilets jaunes en 2018. Enfin, ce que ça signifiait profondément. Vous me dites et bien là, vous avez de nouveau un mouvement populaire profond. Allez-y. Ok, donc là, effectivement, on va faire un petit package. C'est quand même, premier point vis-à-vis de M. Briand et M. Platré, c'est quand même assez
désarçonnant, je vais dire ça comme ça, de vous entendre, vous qui venez de familles politiques qui avaient été au pouvoir il n'y a pas si longtemps que ça, de nous expliquer maintenant ce qu'on devrait faire, alors que vous-même, vous n'avez strictement rien fait sur ces sujets-là quand vous étiez au pouvoir. Donc, il y a un moment, il faut être cohérent aussi. Le problème des retraites, il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau, le problème des retraites. C'est quand même une accusation un peu infondée. Le problème des retraites, il n'est pas nouveau. On les a combattus, on les a combattus. Bien sûr, mais il y a eu... Alors, on est pour, on est contre, mais ça a bougé quand même. Mais c'est même pas le sujet. Mais franchement, regardons devant, on ne va pas refaire l'histoire de France. Donc regardons devant et essayons de comprendre pourquoi aujourd'hui le gouvernement passe à côté de ce qui se passe dans le pays. Simplement pour dire que quand on parle de la communication du gouvernement, je voulais juste aussi pointer du doigt le fait que c'est toujours facile de dire aux autres ce qu'ils devraient faire quand eux-mêmes n'ont pas voulu faire les choses. C'est juste aussi un constat parce qu'à un moment donné, il faut aussi se dire les choses. Et sur le projet en tant que tel, mais le projet en tant que tel, il faut aussi le regarder dans le détail. Quand on parle de faire de la pédagogie, c'est pas du mépris. C'est simplement que c'est pas binaire comme sujet, c'est pas oui ou non, c'est pas aussi simple que ça. Il faut rentrer dans le détail. Il y a énormément de mesures qui sont prises pour différentes catégories, en fonction de l'âge auquel vous avez commencé à travailler, en fonction de votre filière, en fonction des femmes, en fonction. Mais on commence par nous dire que les femmes sont les grandes gagnantes et un de vos ministres dit qu'elles sont perdantes. Même vous n'êtes pas d'accord. Et de fait, elles le sont. Comme toutes les carrières hachées, ce sont des perdantes. Non, les femmes plus vous expliquez et plus les gens qui ont des carrières complète. C'est 40% des femmes qui prennent leur retraite, qui liquident, comme l'on dit. C'est pas très joli comme mot, mais enfin, c'est le terme approprié. Ce sont ces femmes-là qui sont principalement touchées. Celles qui ont des carrières complètes et qui représentent 40% des femmes. Parce que, surtout, celles qui ont eu des enfants. Parce que mécaniquement, comme on décale l'âge, elles vont devoir travailler plus longtemps. Alors qu'au départ, quand la réforme a été présentée, on nous a dit, vous allez voir, c'est les femmes, on s'est occupé des femmes, c'est elles les grandes gagnantes. La situation des femmes, elle est améliorée grâce à cette réforme. Mais c'est parce que dirait Esther. C'est parce que dirait Esther. Pourquoi ? Mais non, mais on perd 2 ans. C'est dur à défendre. On va rappeler simplement. Je préfère être à ma place. On va rappeler on travaille 2 ans de plus, on explique que c'est mieux, mais c'est une vanne. J'ai aucun problème. Une vanne. Simplement, c'est compliqué de s'exprimer, mais j'ai aucun problème. Oui, c'est normal, c'est compliqué. Aussi les choses, non, mais c'est pas. Rapidement, allez, 30 secondes. Donc, vous voulez dire quoi ? Non, on va faire une pause alors. C'est plus simple. Comme ça, vous allez tout remettre en place. Un point. L'objectif premier de cette réforme, il est extrêmement simple. Nous faire travailler plus. Non, c'est rétablir l'équilibre financier. Nous faire travailler plus. Les faits, si. Rétablir l'équilibre financier pour 2030 du système par répartition afin de préserver ce système qui est un bien social. Et nous faire travailler plus. Et nous faire travailler jusqu'à 64 ans. C'est assumé, M. Mandini. Oui, ça c'est assumé. Ça, on ne peut pas lui reprocher de ne pas l'assumer, Elisabeth Borne. Allez, on va faire une pause. On va se retrouver dans un instant. On va continuer à parler des retraites. Et puis les 12 dernières minutes aujourd'hui seront consacrées à une enquête de nos confrères de 60 millions de consommateurs sur le café moulu, café en grains. Vous allez voir qu'il n'y a pas que du bon dans le café et on en parlera dans les 12 dernières minutes. Pour l'instant, la pub. À tout de suite. Un plan pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Elisabeth Borne le présente aujourd'hui. La Première ministre est à l'Institut du monde arabe à Paris ce matin en compagnie de la ministre chargée de l'égalité des chances, Isabelle Rome. Ce plan doit permettre de mieux éduquer et former et de toujours mieux accompagner les victimes, a détaillé Elisabeth Borne. 23% des Français pensent que boire un peu de vin diminue le risque de cancer. C'est ce que révèle le baromètre de l'Institut national du cancer. Il permet de montrer comment les Français perçoivent le cancer et agissent face à la maladie. Et selon ce baromètre, une partie de la population sous-estime totalement le lien entre le tabac, l'alcool et le cancer, alors que ce sont la première et la deuxième cause de cancer en France. Enfin, une explosion a eu lieu dans une mosquée au Pakistan ce matin. Au moins 25 personnes ont été tuées et 120 autres blessés. L'explosion a eu lieu à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan. 11h32 sur CNews, merci de nous retrouver en direct. Dans un instant, on va vous parler du café moulu, café en grains, café en capsule. Vous allez voir qu'il n'y a pas que du bon dedans. C'est une enquête de 60 millions de consommateurs et la journaliste qui a fait cette enquête sera en direct avec nous sur ce plateau dans les 12 dernières minutes. Mais tout d'abord, les retraites, et il va y avoir du monde dans la rue demain et peut-être encore plus de monde que la semaine dernière. Certains évoquent même près d'1,5 million de personnes qui pourraient descendre dans la rue contre la réforme sur les retraites du gouvernement. Un point tout de suite avec ce sujet. Dans la rue, une foule aussi nombreuse que celle du jeudi 19 janvier, voire plus conséquente, c'est ce que prévoient les autorités pour demain. Selon nos informations, ce sont 1 voire 1,2 million de manifestants qui sont attendus à travers la France, dont 80 à 100 000 dans la capitale. Au total, un peu plus de 250 actions ont été déclarées au niveau national pour cette journée de protestation
contre la réforme des retraites. En région, les plus fortes mobilisations, autour de 30 000 manifestants, se tiendront à Toulouse, Marseille, Lyon ou encore Montpellier. Particularité de ce mouvement, il mobilise fortement au-delà des grandes métropoles. Dans les villes moyennes comme Rodez, Tulle, Limoges ou encore Brive, 5 à 10 000 personnes s'étaient réunies lors de la dernière journée d'action. Et plusieurs centaines de manifestants avaient aussi battu le pavé contre le projet du gouvernement dans des villes plus petites. Du côté des lycéens, la mobilisation pourrait être plus importante demain, alors que jeudi 19, moins d'une trentaine d'établissements avaient été concernés par des actions au niveau national. Quant aux perturbateurs, les casseurs qui voudraient tenter de faire dégénérer les cortèges, ils seront à nouveau de la partie. Lors de la précédente journée de manifestation, les seules heurts en région ont concerné la ville de Rennes. À Paris, 2 courts épisodes de violence ont eu lieu vers 16h, sans parvenir à faire basculer dans le désordre la masse des manifestants classiques. Le gouvernement sous la pression de la rue, donc il y a les manifs et puis il y a les grèves également qui vont être un peu partout. Et j'ai voulu qu'on s'arrête un instant sur la façon dont on fait grève. On est en direct avec Maître Olivier Angotti, qui est avocat spécialisé du droit du travail, pour répondre, bonjour Maître, merci d'être avec nous, pour répondre à quelques questions assez simples. Tout d'abord, est-ce que tout le monde peut faire grève? Alors on met de côté les policiers et les professions un peu particulières, mais est-ce que dans les entreprises, tout le monde peut faire grève? Et est-ce qu'il faut se déclarer gréviste? Alors oui, dans les entreprises, dans le privé, tout le monde peut faire grève, il n'y a pas d'exception. D'ailleurs, même dans le public, les exceptions sont rares, vous les avez rappelées. En revanche, il y a une façon de faire grève, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut se déclarer. Dans le privé, il n'y a pas de préavis. Vous savez, on parle souvent des préavis dans les entreprises affectées au transport de voyageurs notamment, mais pour l'essentiel de nos concitoyens, il y a une déclaration au moment où on se met en grève et au moment où on s'arrête. C'est-à-dire qu'on appelle le matin son employeur, on doit commencer à 8h, on appelle l'employeur et on lui dit « Bonjour, je suis en grève ». C'est comme ça que ça se passe? Oui, c'est exactement comme ça que ça se passe. Ça peut se faire par téléphone ou il faut qu'il y ait une preuve écrite? Non, en fait, tous les moyens sont bons. Donc, il suffit de participer au mot d'ordre de grève nationale ou celui de l'entreprise. Est-ce que l'employeur peut vous dire « Ça tombe mal aujourd'hui, je veux pas que tu fasses grève ». Ah oui, non, ça c'est interdit. Le droit de grève est constitutionnel, on s'arrête quand on veut, même si ça gêne l'entreprise. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas s'y opposer en vous disant « Mais tu aurais pu me prévenir, je me serais organisé, pourquoi me prévenir au dernier moment ?» Tout ça, c'est impossible, c'est inaudible, légalement. Non seulement c'est impossible, mais ça n'est pas sanctionnable. C'est-à-dire que les seuls cas d'abus du droit de grève, c'est lorsqu'il y a des dégradations de l'entreprise. Des cas exceptionnels. Mais ce que vous venez de citer relève du fonctionnement normal de l'exercice du droit de grève. Est-ce qu'on perd forcément une journée de salaire quand on fait grève? Est-ce que c'est automatique ou l'employeur peut décider de vous payer quand même cette journée? Alors, il faut distinguer. Dans la fonction publique, quand on s'arrête, on perd une journée entière. Point. Dans le privé, on s'arrête et on perd la fraction du temps d'arrêt de travail collectif. Donc c'est déjà pas la même chose. Votre seconde question? Je l'ai oublié. Je l'ai oublié aussi. C'est pas grave, j'en ai d'autres dans ma tête. Est-ce que l'employeur peut vous sanctionner ensuite? Est-ce qu'il peut, par exemple, vous refuser une promotion en vous disant « Écoute, mon gars, t'as fait grève 2 fois le mois dernier, bah, t'auras pas de promotion ou t'auras pas de prime ». Alors, c'est pas une sanction directe, mais c'est une sanction indirecte, en fait. Oui, en fait, alors, réponse non. On ne peut pas sanctionner quelqu'un parce qu'il a exercé son droit de grève normalement. S'il a abusé de son droit de grève, là, il y a des sanctions qui peuvent être des sanctions qui vont jusqu'au licenciement pour faute lourde. On peut, quand on a molesté son employeur ou les salariés de représentants de l'employeur, on peut faire l'objet de sanctions. Mais en revanche, l'exercice normal du droit de grève ne fait pas l'objet de sanctions. Et toutes les décisions qui seraient prises au motif qu'on a exercé son droit de grève seraient nulles. Et elles peuvent être annulées par le Conseil des prud'hommes. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de difficulté particulière. Merci beaucoup, Maître Olivier Angotti. Merci pour ces précisions. En direct sur CNews. Martin Garagnon, on parle d'1 200 000 personnes demain dans la rue. Ça vous inquiète? Ou finalement, quel peut être le nombre? C'est pas grave, on s'en fout et on continue à avancer. Non, nous on est très respectueux du droit de grève, qui, je le rappelle, est d'un droit constitutionnel, qui est un droit individuel. Je rebondis sur les propos de manière assez anecdotique sur un sujet, c'est que on voit même, évidemment, que chacun est libre de faire grève. Mais moi, ce que je constate, c'est que
chez la NUPES, on oblige certains... Gérald Briand, c'est pour vous, hein. Faites chauffer le moteur. À faire grève. Quand je vois des maires qui ferment leur mairie, ça veut dire qu'ils imposent leur grève et donc leur choix politique individuel à leurs administrés, mais aussi à tous les fonctionnaires qui, eux, ne souhaiteraient pas forcément faire grève dans leur totalité. Je trouve ça aberrant. Voilà. Que chacun fasse grève librement, c'est un choix qui se respecte, mais qu'en revanche, un maire décide d'imposer la fermeture de sa mairie ou de ses services publics, enfin, imaginez un petit peu si le gouvernement faisait pareil, que parce qu'on est pour un projet de réforme, on décide de fermer ou contre tout un pan de services publics. C'est absolument indéfendable. Et pire, j'entends des maires, de LFI notamment, qui vous expliquent qu'ils vont payer. Mais ils vont payer avec quel argent ? Avec leur argent ? De leur poche ? Ou avec l'argent des administrés ? Je crois que c'est un maire communiste qui disait ça. Je crois qu'il disait qu'il allait payer, que ça ne coûterait pas d'argent contribuable. Alors, lui expliquait que ça ne coûterait pas d'argent contribuable, puisque mais que les sommes étaient déjà provisionnées dans le budget, et que ça ne coûterait pas plus de continuer à les payer. Elles sont bien prises ailleurs, si elles sont déjà mises sur... Alors, juste, je vous interromps, parce qu'on part en direct à Marseille, où Gérald Darmanin est en train de prendre la parole. Dommage. Alors moi, je veux saluer la mobilisation extrêmement importante de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans les violences faites aux femmes, faites aux enfants, dans les violences intraconjugales. Il y a 400 000 interventions par an des policiers et des gendarmes, donc il faut bien voir que c'est devenu ce qu'on appelle un contentieux de masse, avec de plus en plus de libération de la parole. Et je voudrais d'ailleurs souligner les atteintes faites aux enfants dans le cadre de ces violences, qui sont encore... évidemment un travail particulier à faire pour la police et pour la gendarmerie, en lien avec la médecine, puisqu'il faut faire des constats, en lien avec la justice, ce qui me permet de saluer vraiment le travail des procureurs de la République, des parquets, dans ce travail collaboratif avec les policiers et les gendarmes. On peut encore évidemment améliorer les choses. Il y a trop de drames encore évidemment qui se déroulent. La première, c'est l'accueil dans le commissariat de gendarmerie, des rénovations physiques, comme ici à Marseille. En un an et demi, ce commissariat a été transformé. Un accueil qui est un accueil de policiers, bien sûr, mais un accueil qui doit être aussi fait de psychologues ou d'associations. Et moi, je remercie les collectivités locales qui nous aident à financer cet accueil psychologique et associatif. Un accueil dans le logement. Ce matin, j'ai visité par ailleurs sans presse un lieu où on essaie d'isoler les femmes qui connaissent des violences extrêmement fortes. Et puis, bien évidemment, pour nous, un accueil en plus de rapidité pour la mise en garde à vue, pour le fait qu'il faut priver les personnes de ces armes. Alors, ce qu'on essaye de faire aussi, dans la dernière loi que nous avons fait voter, c'est de permettre les plaintes à distance. Donc, désormais, les policiers et les gendarmes vont pouvoir aller chez les personnes, chez leur maman, dans l'association qui les accueille, au CCAS de la commune, chez leur avocat, pour venir prendre la plainte, parce que c'est pas évident de venir dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, et même la visioplainte, puisque vous avez vu que la loi qui vient d'être adoptée permet désormais de faire des plaintes à distance. Voilà. Donc tout ça sera possible demain, et nous allons continuer à nous mobiliser, comme l'avait fait Marlène Schiappa lorsqu'elle travaillait auprès de moi, pour permettre encore plus le meilleur suivi de protection des femmes et des enfants. Monsieur le ministre, pour les manifestations de demain, est-ce que vous craignez un durcissement, une radicalisation du mouvement ? Bon, d'abord, je veux dire que les services de police et de gendarmerie et les préfets, je les en remercie, sont très mobilisés pour permettre aux gens de manifester s'ils le souhaitent dans de bonnes conditions. C'est l'honneur de la police nationale et de la gendarmerie que de permettre ce droit à manifester, qui est un droit constitutionnel. Il y a demain 11 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France, dont 4 000 rien que pour Paris. Ces 1000 policiers et gendarmes supplémentaires par rapport à la journée que nous avons vécue de manifestation de la semaine dernière. Il est évident que ceux qui s'en prendraient aux policiers, aux gendarmes, aux autres manifestants, aux biens, seront interpellés. Mais je veux constater que les organisations syndicales avec lesquelles nous avons d'excellents rapports, d'un point de vue de sécurité, jouent parfaitement le jeu. Je salue leur esprit de responsabilité et je formule que la manifestation de demain se déroule dans les mêmes conditions, sans incident grave notable du fait des manifestants. Voilà quelques jours désormais. Donc c'est un message de fermeté que je passe, mais aussi un message de grand souci démocratique, que les Français qui le souhaitent puissent manifester évidemment demain à Paris comme ailleurs, par une présence très importante des forces de l'ordre, parce que le nombre fait évidemment la sécurité des cortèges. Vous avez eu des mots durs dans le Parisien, par exemple, sur la NUP qui ne cherche que la bordélisation, et puis aussi d'opposer le monde du travail à ceux de la paresse, selon vos termes. Est-ce que c'est des mots qui
très fort et qui ne peuvent pas mettre de l'huile sur le feu juste avant la manifestation. D'abord, je pense que ce sont des mots de bon sens. Moi, je viens de la campagne et qu'est-ce que je constate ? Je constate que les Français, même si ils connaissent les difficultés de la vie, et je n'oublie pas les conditions de vie ouvrières des employés, souvent des femmes d'ailleurs extrêmement difficiles, aiment le travail. Et c'est par le travail qu'on s'en sort lorsqu'on a envie de s'en sortir dans la vie, de devenir propriétaire de sa maison, de son appartement, de payer les études de ses enfants. Et même quand on est enfant, quel parent ne dit pas à ses enfants qu'il faut travailler parce qu'on n'a pas rien sans rien. Une fois que je vous ai dit ça, la bordélisation, comme vous l'avez évoqué, je pense qu'on la constate depuis ce matin malheureusement en commission à l'Assemblée nationale. Soit c'est un texte sur lequel il y a des améliorations à apporter quand on est parlementaire, et je l'ai été. Et on a le droit évidemment d'être en désaccord avec le gouvernement, mais on essaie d'expliquer pourquoi, et on essaye surtout de faire avancer le texte pour protéger le mieux possible les Français selon ses opinions politiques, et c'est évidemment tout à fait acceptable. Soit c'est une obstruction systématique, déposer 7000 amendements évidemment sur un texte en commission, ce n'est pas raisonnable, et ça montre surtout qu'on n'a pas très envie, me semble-t-il, du débat démocratique, mais qu'on a très envie de bordéliser le système. Voilà. Et donc, je crois que le gouvernement doit rester humble, doit écouter, y compris ses oppositions, bien évidemment, comprendre que demander aux Français de travailler plus, c'est évidemment un effort extrêmement important, expliquer pourquoi nous le demandons, comprendre que lorsque des gens ont des avis divergents, c'est normal de discuter avec eux, et surtout dans une enceinte démocratique. Mais je crois qu'il faut dire aussi, lorsque notamment LFI devient une sorte d'action pour empêcher systématiquement le gouvernement d'avancer, je crois que ça se voit, je crois qu'il faut le dénoncer. Le projet de loi immigration qui va être examiné. On va s'arrêter là, je vous remercie beaucoup. Voilà, Gérald Darmanin en direct de Marseille, vous l'avez compris, dans un premier temps, il a parlé des violences intrafamiliales parce qu'il était là-bas à Marseille pour ça, et puis il a été interrogé sur l'actualité, c'est pour ça qu'on l'a pris également en direct. Il a surtout annoncé qu'il y aurait 11 000 policiers et gendarmes demain qui seraient mobilisés, c'est 1000 de plus que la semaine dernière, et 4 000 à Paris, c'est quasiment 500 ou 600 de plus de mémoire que la semaine dernière également. Et puis surtout, Gérald Briand, parce que vous êtes de la NUPES, il a confirmé que en fait, la NUPES voulait bordéliser le système, c'est les mots qu'il a réemployés, donc il signe et il confirme, et en particulier avec les milliers d'amendements qui sont déposés. Alors j'espère que Gérald Darmanin a le souci et respecte le travail parlementaire. Il me semble que le droit d'amendement est un droit aussi constitutionnel et qui est permis. Donc expliquer que quelqu'un va se servir du droit d'amendement pour dire vous bordélisez, je crois qu'il est sur une pente très dangereuse. 7 000 amendements, effectivement, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Après, la difficulté qu'on a aussi, et je crois qu'on a un député ici qui peut très bien l'expliquer, c'est qu'on se retrouve avec un temps parlementaire qui va être tellement réduit qu'à la limite, il aurait fallu les arranger, il fallait déposer une dizaine d'amendements, et comme ça, ce serait pu être réglé. Mais on voit ça. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que, et je veux m'adresser aux téléspectateurs de CNews, allez en manifestation demain, partout. Il y a 250 cortèges. On va gagner, ils sont au bout du bout, on peut gagner, on peut faire en sorte que la retraite ne soit pas portée à 64 ans, donc mobilisez-vous. Mais vous avez entendu la fermeté de Gérald Darmanin, en tout cas. Moi, c'est ce que je remarque surtout, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de concession du tout, parce que bordéliser, il aurait pu dire c'était une expression, etc. Il maintient, et il vous tape dessus, à vous, Gérald Briand. Il est dans son rôle, parce que de toute façon, ils n'ont plus beaucoup d'arguments, parce que sur le fond de la réforme, les gens, ils sont convaincus que de toute façon, cette réforme, elle est mauvaise et elle est bonne à jeter à la poubelle. Donc maintenant, il reste à agiter l'épouvantail. Donc c'est ça. Donc ils agitent l'épouvantail, comme quoi on cherche à être les grands méchants et tout ça. Martin Garagnon, réponse. Les gens ne sont pas dupes de ces manœuvres. Réponse, Martin Garagnon. Je ne sais même pas si ça s'appelle une réponse, parce que c'est de la mauvaise foi totale. Non, c'est pas la peine. Quand vous parlez de l'exercice d'un droit d'amendement et qu'on voit que LFI, parce que ça c'est un constat factuel et chacun peut aller le vérifier, a déposé 75 fois le même amendement pour donner la parole à chaque fois sur 7 amendements uniques à chacun de ses députés. Si vous considérez que c'est le travail d'un parlementaire, excusez-moi, mais moi je pense que c'est effectivement du foutage de gueule, on va se dire les choses. La majorité fait la même chose, le gouvernement fait la même chose. Moi je l'ai vu entre 18h et minuit, l'autre soir, on a avancé de 0 amendement, parce que le gouvernement, relayé évidemment par Renaissance, votre groupe, faisait de l'obstruction. Donc ce serait un peu long à expliquer, mais c'est pas tout à fait ça, monsieur Ballard. Vous n'avez pas de leçon à donner. Parlementaire sur laquelle nous, on a déposé 70 amendements en commission pour avancer, parce qu'effectivement, il y a un temps contraint. On a 20 jours, après c'est transmis au Sénat, et c'est 50 jours au total. Et après, c'est pas le 43, c'est le 47.1, ce qui revient. Oui, c'est à peu près pareil. Juste, Gilles Platré, sur ce que vient d'annoncer Gérald Darmanin sur CNews, 11 000 policiers et gendarmes mobilisés, ça veut dire aussi quand même qu'il y a une crainte pour vous de la part de l'exécutif ?
Non, il y a un double message, me semble-t-il, dans ces chiffres. C'est que d'abord, le gouvernement anticipe une mobilisation qui est plus forte que la dernière fois. Je pense que c'est clair. Et que donc, il décide d'éviter les débordements. Je pense que, pour le coup, on ne peut pas donner tort. C'était pas un reproche. Je sais que c'était pas dans ce sens-là. Mais je veux aussi le dire, tapant régulièrement sur le gouvernement, parfois dire aussi qu'il y a des mesures qui peuvent parfaitement être comprises. Et celle-ci en fait partie. C'est-à-dire assurer la sécurité des gens qui massivement vont descendre pour manifester pacifiquement. Parce qu'il faut toujours redire une chose, et c'est vrai que c'est très compliqué. Et c'est normal parce que les caméras sont souvent là cherchant l'action, non pas la provoquant, mais en cherchant. Et quand il y a des échauffourées, c'est vrai que ça fait effectivement des images. Et on a l'impression que... Est-ce que ça va servir le gouvernement si demain il y a des échauffourées, si demain ça tourne mal? Est-ce que ça va servir le gouvernement qui va dire, vous voyez... c'est le bordel, pour reprendre l'expression de Darmanin, qui décidément... effectivement servir le gouvernement, parce que, voilà, pour reprendre l'expression du ministre, ça donne cette image de la pagaille. Sauf que, justement, c'est pour prévenir ces débordements que le gouvernement, et le ministre de l'Intérieur en particulier, met plus d'effectifs sur la... C'est pas pour faire de la provocation, c'est vraiment pour encadrer un mouvement dont le gouvernement prévoit qu'il va être massif. Et on verra les chiffres demain, mais je pense que... Mais quand vous entendez le gouvernement en même temps, qui dans le même temps dit on s'en fiche finalement, qu'il y a 1 million ou 1 million 200 000 ou 700 000 personnes dans la rue, on s'en fiche. Je pense que les choses, je vous l'ai dit, les choses sont en train de lui échapper et il ne peut pas s'en ficher parce qu'on sait très bien qu'une expression populaire, ça a toujours compté. Et d'ailleurs, si vous reprenez l'histoire des dernières décennies, y compris des gouvernements de droite, quand on a dit finalement on n'en a rien à faire, c'est là où le mouvement s'est raidi. Voilà, demandez donc à M. Juppé, il a encore quelques souvenirs de certaines réformes. Mais le gouvernement l'a oublié, ça? Non, mais ils l'ont oublié. Pourtant, il y a quelques juppéistes chez M. Macron maintenant, mais sinon, il l'a oublié. Ça rejoint ce qu'on disait sur Elisabeth Borne, sur la Première ministre, c'est un gouvernement en fait qui méprise les Français, qui ne les écoute pas et qui veut passer en force tout ça. Encore une fois, alors on va refaire la bataille des chiffres, mais pour rien, pour 10 milliards d'euros par an. Il faut arrêter de dire c'est pour sauver le système des retraites. C'est sur 350 milliards d'euros les recettes. C'est un demi-point de PIB, même pas un demi-point de PIB. Donc avec vous, on est vraiment dans le Donc arrêtez de nous donner des leçons de bonne gestion financière quand on voit les finances du pays. 165 milliards, c'est le budget qui a été voté de déficit. On va emprunter 270 milliards là cette année sur les marchés financiers. Mais juste, est-ce qu'il y a pour vous une vraie inquiétude chez le gouvernement où le gouvernement dit quoi qu'il se passe demain, finalement, qui est 1 million, qui est 1 million 2, 1 million 5, on passera de toute façon. Est-ce que vous pensez qu'il est dans quel état d'esprit en réalité, le gouvernement? Je pense que là, il tente. C'est un peu du poker. Ils tentent. Ils verront bien. Mais si demain soir, il y a 1 500 000, 2 millions de personnes dans la rue, 2 millions, peut-être pas, s'il y a des sondages qui continuent c'est possible. À dire les 3/4 des Français ne veulent pas de cette réforme, il n'y a pas que les gens dans la rue, il y a ceux qui n'iront pas dans la rue, mais qui disent on n'en veut pas de cette réforme. Mais plus le temps passe, plus les gens sont contre. Donc ça, de toute façon, ça ne va pas s'inverser. Il faudra arrêter. Ou alors référendum. Voilà, très bien. Martin Garnier, il faudra arrêter un moment. Il faudra écouter le peuple à un moment. Il faudra écouter les gens dans la rue. Il faudrait déjà qu'on commence par écouter les parlementaires, puisque s'ouvre dès maintenant, aujourd'hui, ce matin. Non, dites pas ça. Vous avez l'impression que vous n'avez pas écouté les parlementaires avant le peuple. C'est pas ce que vous avez voulu dire, je pense. Jusqu'à preuve du contraire. Non, mais vous faites de l'interprétation. On est en démocratie. Le peuple, on l'écoute par les urnes. Le peuple s'est exprimé en avril et en juin. Mais vous ne pouvez pas dire que le peuple n'a rien à dire entre deux élections. Absolument pas. C'est absolument pas le propos. Je ne suis pas un partisan de la révolution permanente. On peut quand même considérer que le peuple a une importance, y compris entre deux élections. Évidemment, simplement. Parce que sinon, ça veut dire que vous avez définitivement perdu pendant 5 ans. On verra ça demain. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. On parlera du café dans la semaine. Ils sont déjà assez énervés, ça ne sert à rien d'en parler là. Dans un instant, c'est Sonia Mabrouk avec vous. On se retrouve demain à partir de 10h35, édition spéciale manif. On sera dans plusieurs villes de France pour vous faire vivre les manifs en direct demain, 10h35. À demain, et d'ici là, soyez prudents.